on est dans le Bateau Lune, le studio de mon studio, moi, Eric Benzi, bonjour. Voilà. Studio qui a pas mal baladé, parce que j'en ai eu 4 ou 5 de studios depuis. Voilà. Donc maintenant, comme je travaille quasiment seul, donc c'est pas besoin d'avoir un studio. Enfin, j'ai une cabine qui est reliée au sous-sol, mais j'ai pas besoin de beaucoup de place. Donc, puis quand il y a beaucoup d'instruments à faire, je vais ailleurs, parce que c'est plus facile d'aller travailler chez les amis que de rester chez soi. Voilà, ça me permet de sortir, quoi. Ben, moi, j'ai commencé la musique dans un groupe qui s'appelait Canada, dans les années 80. Et suite à ça... À Marseille. À Marseille. Enfin, le groupe Canada à Marseille. Marseille. Voilà. On est monté tout de suite à Paris, parce qu'à Marseille, à l'époque, il ne se passait rien. Et on a réussi à signer chez EMI. Donc, et après quelques péripéties, qui avaient même presque 10 ans de rame, on a sorti un tube, etc. Et on a pu rentrer de plan pied dans le métier. Et parallèlement à ça, je faisais un son aussi dans des studios parce qu'il fallait y manger et que le groupe ne suffisait pas. Et après quelques années de tournée, etc., on a décidé d'arrêter. Et puis comme j'étais aussi arrangeur et réalisateur, j'ai commencé à travailler avec d'autres artistes. En premier lieu avec des artistes qu'il y avait chez EMI, parce qu'on était dans la même boîte. Et puis petit à petit, j'ai rencontré des gens comme Jean-Jacques Goldman, etc., avec qui j'ai fait tous ces albums après. Et puis Céline Dion, et puis Florent Pagny, enfin, l'ensemble de la variété française. J'ai eu la chance de pouvoir travailler pendant quasiment 40 ans dans ce métier, dans ce milieu-là. Donc j'ai fait beaucoup de studios, évidemment. En dehors du mien, j'ai beaucoup baladé partout. Il y a une époque où les métiers étaient très différenciés. J'ai même connu l'époque dans les anciens studios Pathé Marconi, la première fois qu'on venait, où il y avait encore des ingé sons avec des blouses blanches, comme à l'époque dans les années 50, où les gens étaient là juste pour régler le magnétophone, que l'azimut soit parfait, etc. Ils avaient les oreilles en carton, mais ce n'était pas leur problème. Leur problème, c'était que le niveau rentre bien dans les bandes. Après, petit à petit, j'ai rencontré des ingé sons qui avaient le sens de l'oreille. Il fallait être un peu musicien pour entendre celui qui chantait juste, qui chantait faux, etc. Maintenant, c'est sûr que être que ingé son sans avoir une notion musicale, c'est très compliqué. Parce que tout se fait quand même, tout se mélange un peu quand même. Et surtout quand on peut passer à ce qu'on appelle la réalisation. La réalisation, on peut venir soit du monde de la musique, donc où on connaît la musique, les artistes, on va diriger, réaliser un album, sortir le meilleur d'un chanteur, etc., par la musique, mais aussi par le son. Donc je pense que c'est très lié maintenant. Il y a peu d'ingé sons qui ne sont pas musiciens. Le film récent qui a eu, le biopic sur Queen, on voit bien en studio comme ils s'amusent à superposer les pistes, tout ça. Pensons à Alan Parsons, ce qu'il a fait avec les Pink Floyd, tout ça, l'histoire de comment ils ont enregistré la chanson Money, qui est extraordinaire. Il fallait faire une boucle. Maintenant, une boucle, ça se fait qu'un ordinateur, en 2 secondes, on appuie sur un bouton. À l'époque, il fallait coller des bouts de bande pour que ça soit. Il fallait passer dans le magnétophone. Si la bande était trop longue, il fallait prendre un manche à balai, aller à 5 mètres du magnétophone, tirer sur le manche à balai pour que la bande se tende pour faire la boucle. Enfin, ça prouve à quel point c'était inventif, c'était un pic de créativité. Maintenant, on en a aussi, mais pas de la même manière. Ce n'est pas les outils qui nous servent à être créatifs, et c'est autre chose. Et dans tout ça, c'est fait que les studios ont existé, il y avait possibilité d'ouvrir un studio en province avec des gens passionnés, qui avaient du matériel plus ou moins bon, mais ils jouaient sur le fait que l'artiste allait être à l'aise pendant un mois, il allait se détendre, il allait se mettre... il y avait tous les à côté de la musique qui faisaient qu'un studio résidentiel, il devenait mythique parce que les gens avaient envie de venir, pas forcément pour l'ingé son, parce qu'ils amenaient le leur, pas forcément pour le matériel, parce qu'il n'était pas mieux qu'à Paris, à Londres ou ailleurs, mais pour le cadre. Parce qu'il fait beau, parce que c'est la Provence, aussi il y en avait par exemple à Miraval, parce que c'est à Morin Heights au Canada, parce que c'est un studio sur pilotis sur un lac, etc. Donc il se créait des légendes comme ça de studios un peu partout dans le monde. Longueville, je me rappelle très bien, c'est un château qui était un peu à l'image d'Hérouville, le fameux château d'Hérouville, où il a enregistré énormément d'artistes, mais qui était un peu plus avant. Longueville, c'était le même principe, c'était un musicien qui avait installé ça avec sa femme, et c'était résidentiel, il y avait 7-8 chambres, et un studio d'enregistrement, et nous on a passé 1 mois et demi, on a eu la chance de faire ça avec Canada, parce que l'idée d'être dans un groupe entier avec presque femmes, il n'y avait pas d'enfants à l'époque, et à faire du rock et du ping-pong, et regarder des cassettes VHS de Tex Avery, enfin, c'était propice à l'écriture. Et on est resté là plus d'1 mois et demi dans ce studio. C'était encore des derniers studios mythiques de résidentiel, qui n'étaient pas loin de Paris, mais on était complètement dans la forêt, etc., de Fontainebleau. C'était vraiment
pas du tout. On était vraiment coupé de la ville, quoi. C'était un monde complètement à part. Il fallait faire 20 km pour un paquet de clubs, donc c'était parfait pour. Et il est devenu quoi? Bah, il est devenu ce que sont devenus tous ces studios-là. Ils ont fermé faute de moyens, faute de. N'ont survécu à la crise du MP3 et tout ça que les studios qui sont à Paris, qui pouvaient remplir à la demi-journée pour la pub, etc. Les studios résidentiels, ils étaient obligés de booker sur des mois comme ça. À partir du moment où il n'y a plus d'artistes, plus de groupes qui ont les moyens de faire ça, c'était un problème économique. Je connais très très bien parce que c'est là que j'ai commencé avec Canada, c'est là que j'ai appris mon métier d'ailleurs. Enfin, j'avais commencé à faire du studio avant, en autodidacte, et quand j'ai été artiste EMI avec le groupe Canada, j'ai rencontré à l'époque Claude Wagner qui était le patron des studios. C'était encore des studios où je dis où il y avait des ingé-sons en blouse blanche dans les cabines, etc. Et donc lui il m'a raconté beaucoup la grosse histoire de ce studio qui a accueilli les Stones, et puis Georges Jouvin, enfin vraiment beaucoup d'orchestres, etc. C'était un studio vraiment années 70, tout orange, tout ça, enfin avec un look très particulier. Et puis pareil, économiquement, à un moment donné, EMI a compris que les artistes EMI voulaient enregistrer dans d'autres studios que les studios EMI, donc ça c'était plus rentable que pour eux, qu'il fallait se mettre à jour par rapport aux nouvelles cabines qui arrivaient, aux nouveaux matériels informatiques, etc. C'était un ancien studio, et ils ont fait un calcul comptable en disant, voilà, ben, le pâté de maison à Boulogne, il vaut plus cher à le revendre machin, que le studio, donc on va dépecer le studio, revendre la console à droite à gauche, et puis voilà, faire une opération de business, aux grandes dames de la légende de ce studio qui a accueilli des choses folles. Mais bon, c'est une époque. L'autre époque,